Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Meilleures pratiques en matière de protection contre la fraude. Je m'appelle Marie Lemaître et je serai votre modérateur. Et maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos deux interlocuteurs, Patrick Vénière et Benjamin Lochner. Merci Marie. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Patrick Vénière et je suis consultant digital chez CSC et j'évolue donc dans la protection digitale depuis bientôt 22 ans. Le but de cette première partie est de comprendre les différents types de fraudes, les dégâts qu'elles peuvent causer et également les moyens de se protéger. Alors comment définir la fraude sur Internet ? La fraude en ligne est l'utilisation du net dans le but de tromper, d'abuser des internautes ou des sociétés. Il existe plusieurs méthodes pour réaliser des fraudes sur le net. La majorité va s'appuyer sur l'ingénierie sociale. Mais de toutes ces escroqueries en ligne, celle qui a le plus d'impact social et économique est ce qu'on appelle l'hameçonnage, ou plus connu sous le nom de phishing en anglais. En mettant en place une escroquerie par hameçonnage et en utilisant l'ingénierie sociale, les fraudeurs peuvent facilement identifier les maillons faibles d'une société et y accéder pour voler différentes informations telles que des identifiants de connexion, des informations financières ou même personnelles. Tout cela dans le but de causer de graves problèmes financiers ou sociaux. De plus, les fraudeurs peuvent utiliser ces mêmes canaux pour introduire des logiciels malveillants auprès des sociétés, ce qui peut aboutir à des attaques de ransomware, ce qu'on appelle des demandes de rançon. Alors, quels dégâts cela peut causer? Comme vous pouvez le constater sur ces slides, les abus et les dégâts causés sont toujours en augmentation d'année après année. À la vue de cette augmentation, abus toujours plus nombreux, pertes financières toujours plus importantes, le gouvernement américain a créé en mai 2000 l'Internet Crime Complaint Center, plus connu sous le nom d'IC3. Son seul objectif sera de fournir au public un mécanisme de signalement fiable, simple et pratique pour soumettre des informations critiques au FBI. Alors, bien évidemment, la question que tout le monde se pose est comment éviter ces attaques? Pour éviter les dommages causés par cette fraude en ligne, et en particulier les escroqueries par hameçonnage, une société doit s'imposer certaines règles et certaines directives. Ces règles, que nous pouvons nommer bonnes pratiques ou meilleures pratiques, de l'anglais best practice, peuvent être divisées en trois ensembles. Deux ensembles de recommandations peuvent être attribués à différentes équipes au sein de votre société, que ce soit par exemple l'opérationnel ou le technologique. Le troisième, qui va impliquer la composante d'ingénierie sociale, va compléter cette approche. Comment tout cela fonctionne-t-il? Alors il faudra dans un premier temps analyser, comprendre et mettre en place des règles, des ressources et des moyens d'action rapide. Effectivement, les attaques frauduleuses peuvent survenir à n'importe quel moment et bien entendu de n'importe où. Pour vous aider dans cette démarche, nous avons listé un ensemble de priorités concernant l'approche technologique. Cette approche devra accorder une attention toute particulière au sujet suivant. Comprendre et bien entendu intégrer les objectifs commerciaux. On va déterminer les pays dans lesquels vous aurez une présence plus importante, vos clients, vos fournisseurs, etc. Prévoir un budget et des ressources pour les activités de sécurité. Bien entendu, il va falloir mettre de la surveillance en place, des actions, il y aura un budget, il y aura du personnel, donc tout ça, il faut le prévoir à l'avance. Bien entendu, également, établir des mesures de sécurité, évaluer les potentiels accidents et, bien entendu, au final, adapter des réponses. Assurer que vous êtes en conformité avec les réglementations gouvernementales et industrielles de votre pays. Il faut toujours regarder les normes locales, etc. et si tout peut s'appliquer. Développer et mettre en œuvre des stratégies de sécurité de l'information et inclure éventuellement des discussions avec vos fournisseurs externes, tels que CSC ou autres.
effectuer régulièrement, j'ai souligné régulièrement parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on arrête, des exercices de test de pénétration et prendre en compte bien entendu les résultats. Le but c'est de déterminer les failles éventuelles et améliorer en permanence votre sécurité. Maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité adapté aux besoins de votre organisation. Le but c'est que les gens au sein de votre société soient au courant des choses, comprennent lorsqu'ils reçoivent un mauvais email, des choses comme ceci, ce qu'ils doivent faire, et surtout réagir à bon escient. Et bien entendu, établir un processus interne et un point de contact pour signaler les incidents. C'est bien d'avoir un protocole en place, mais encore faut-il savoir à qui s'adresser et qui devoir contacter si on rencontre un problème, une problématique, une question ou quoi que ce soit. Comme indiqué dans les slides précédentes, les attaques peuvent se produire à n'importe quel moment et cibleront très probablement les composantes humaines de votre société. Ces attaques exploitent en général une combinaison de failles de sécurité techniques et d'ingénierie sociale. Pour empêcher ces types d'attaques, nous vous recommandons l'approche opérationnelle suivante. Vérifiez régulièrement votre programme de sensibilisation à la sécurité. Mettre en place avec les équipes informatiques et de sécurité une sensibilisation à tout cela. Vérifiez votre process interne sur la façon de réagir à une attaque et comment la signaler. Le but, c'est de pouvoir identifier rapidement et bien entendu de remonter très rapidement en interne. Créer un cercle vertueux, savoir, j'allais dire, apprendre des éventuels problèmes et des éventuelles failles. Former des membres du personnel sur les différents moyens d'identifier la fraude en ligne. Vérifiez si par exemple le site sur lequel vous allez possède du HTTPS plutôt que du HTTP. Vérifiez la source de vos emails. Juste le fait de voir une adresse email suffit pas, il faut cliquer dessus pour voir derrière ce qu'il y a exactement. Préférez l'authentification multifacteur ou authentification forte, ce qu'on appelle chez nous le 2FA, ce que vous avez quand vous allez sur votre portail de nom de domaine. Informez en permanence votre personnel sur le concept d'ingénierie sociale. Le fait d'aller sur Internet, c'est pas anodin, donc il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Présentez également des exemples concrets d'attaques, ce qu'on appelle les BEC, les Business Email Compromise, ou en français, bien entendu, la compromission d'email, c'est lorsque vous recevez des emails frauduleux, des choses comme ça. Le but, c'est vraiment d'éduquer votre personnel et de leur faire comprendre d'où les problématiques d'où elles peuvent provenir. Alors il faut bien comprendre que quelle que soit la technologie mise en œuvre pour sécuriser votre organisation, votre défense sera toujours aussi solide que votre maillon le plus faible. Donc c'est ça ce qu'il faut viser pour essayer d'augmenter votre sécurité. Comprendre l'importance de l'ingénierie sociale à la fois par l'équipe technologique et opérationnelle élèvera le niveau de votre sécurité. Il est prouvé que des escroqueries sont envoyées après avoir identifié non seulement le maillon le plus faible d'une organisation, mais également le moment où ce maillon est à son niveau d'attention le plus bas et éventuellement sous pression. Les fins de mois, les bilans, des périodes comme ça peuvent être très problématiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ingénierie sociale? C'est bien entendu la manipulation psychologique de personnes pour les pousser à effectuer des actions ou divulguer des informations confidentielles. Alors, elles ne le feront pas volontairement, mais parfois on va saisir un moment, par exemple des fins de mois, on va demander des bilans, on va aller voir le comptable en lui disant dis donc, donc on va utiliser des noms contenus et on va dire j'ai besoin rapidement de cette information, est-ce que tu peux me la communiquer, etc. La personne sous pression va peut-être pas faire attention, va répondre dans la foulée en pensant que c'est le bon moment, le bon endroit. Donc ça, il faut faire vraiment attention. La deuxième chose, c'est que plusieurs paramètres sont pris en compte, comme l'état psychologique d'une victime potentielle, le moment de l'attaque, la langue utilisée dans l'échange de communication. Toutes ces informations servent en fait à déstabiliser ou bien à endormir les personnes et à leur faire communiquer des informations qu'elles n'auraient pas communiquées, j'allais dire, à d'autres moments et d'autres, j'allais dire, sans pression ou des moments plus calmes. Vous avez donc à l'écran quelques exemples de la façon dont un escroc pourrait vouloir cibler une victime potentielle en utilisant bien entendu l'ingénierie sociale. La première chose que vous pouvez voir, c'est bien entendu les mots de passe.
on fait souvent appel à des mots de passe perdus et on demande de réinitier le mot de passe. On peut également envoyer des messages étranges qui poussent l'internaute à ouvrir le message pour savoir ce qu'il y a dedans. L'urgence également fait partie des appels qu'on fait fréquemment sur un email en disant vite réagissez à cette demande, sinon ça va tomber en désuétude ou l'expiration arrive bientôt. Ça pousse en fait à ouvrir et à traiter l'email. Des offres en fait mirobolantes, on va vous offrir des choses à des prix défiant toute concurrence. Là aussi, méfiance, ça c'est trop beau pour être vrai, mais dans ces cas-là, c'est toujours le cas. On fait appel également à des identifications à vérifier, c'est-à-dire qu'on va vous demander de remettre en place votre identification parce qu'elle a été perdue ou supprimée. Même chose derrière, compte annulé, c'est la même chose. Si vous réagissez pas, le compte va être annulé bientôt. Et bien entendu, des aides non sollicitées, on va vous demander d'aller cliquer là parce que vous avez réclamé une aide ou quoi que ce soit. Tout ça, ce sont des pratiques traditionnelles fréquentes de cas de phishing. Le but, c'est de les connaître et de faire très attention avec tout cela. En résumé, avant de passer la parole à Benjamin, nous pouvons déjà lister quelques points essentiels. Vous avez pu constater qu'il existe donc différents types de menaces qui peuvent cibler votre société. Et que la fraude sur Internet utilise également différents canaux de communication pour atteindre les victimes potentielles. Les adresses e-mail, les sites web ou les réseaux sociaux et bien d'autres choses encore. Notez bien également qu'une société doit toujours inclure dans sa feuille de route une partie dédiée à sa protection contre toutes les menaces en ligne, qu'elles soient internes ou externes, bien entendu. Pensez toujours à former et sensibiliser vos employés aux dangers des menaces en ligne et prévoyez une formation et un support pour savoir toujours comment réagir très rapidement. Enfin, le concept d'ingénierie sociale doit être expliqué au sein de votre société et doit servir à mettre en œuvre des contre-mesures qui protégeront des attaques externes et internes. Le but, c'est toujours d'expliquer aux gens afin qu'ils puissent réagir au plus vite, afin de stopper ces abus le plus rapidement possible. Je passe donc maintenant la parole à Benjamin qui va vous expliquer les différentes mesures que vous pouvez mettre en place pour stopper ces abus. Merci bien Patrick. Bonjour à tous. Donc en effet, ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu la manière d'agir et ce que ça va pouvoir faire pour vous. Donc ici, en fait, on va commencer par le premier élément donc, qui est en haut et sur votre droite, la collecte et l'agrégation de données. Alors en fait, ce sont deux étapes qui ont une réelle importance parce que ce sont un petit peu les fondations, je dirais, de notre service antifraude. C'est grâce à la collecte de données qui va être diversifiée et ensuite à la manière dont nous allons les utiliser, les étudier, les agréger ensemble, qu'on va pouvoir livrer des services antifraude de qualité. Alors, les sources, il y en a quelques-unes. Bien sûr, on a les honeypots. Alors, c'est un principe simple en apparence, mais avec un fonctionnement qui est quand même assez complexe. Ce sont, par exemple, des boîtes email, des sites web, des serveurs qui sont non protégés. En fait, des éléments qui vont permettre, qui seront paramétrés pour pouvoir attirer, en quelque sorte, les cas de fraude, les cas de phishing. Alors, complexe parce qu'en fait, ils vont aussi pouvoir nous permettre de récolter beaucoup de données, des informations, par exemple leur provenance, de quelle manière est-ce que ces cas de fraude de phishing sont composés, le type de data qui va être visé. On a nos équipes qui vont ensuite pouvoir analyser ces différents éléments grâce à la corrélation et la notation. Alors, toutes ces données vont être envoyées vers nos systèmes que l'on appelle le TCE, Threat Correlation Engine, ou le moteur de corrélation, pour qu'il soit analysé, comparé et noté selon des paramètres que nos équipes auront prédéfinis. Le moteur de notation va déterminer ce qui potentiellement peut relever d'une fraude ou d'un cas de phishing. Alors ensuite, on a la validation du phishing et la recherche de numérique. Donc, en gros, tout ce qui va sortir de ces paramètres seront envoyés aux analystes SOC qui vont étudier chaque cas et confirmer
que ce qui a été détecté est bien un cas de phishing. L'étude permet aussi de faire une collecte de preuves numériques qui pourra être utilisée ultérieurement dans le cadre, par exemple, de takedown. Toutes les données collectées seront bien sûr ajoutées à nos systèmes et utilisées par la suite par le moteur de corrélation et de notation. Ensuite, on a les retraits du site et blocage Internet. Alors bien sûr, une alerte est envoyée aux clients, des alertes sont aussi envoyées à notre réseau de partenaires, aux fournisseurs d'accès à Internet, aux moteurs de recherche, à toute personne ou toute entité qui pourrait avoir un intérêt à être avertie du cas avéré de phishing. Le but étant de pouvoir bloquer la page, les fournisseurs d'accès à Internet pourront potentiellement retirer le contenu, les registrars pourront désactiver la page. On va aussi voir s'il est possible de couper les DNS pour arrêter le trafic AMIX, en soi, l'envoi des emails. Dans le cas où ces actions ne sont pas fructueuses, pour diverses raisons, l'UDRP restera toujours sur la table. Donc la cas de phishing, forcément, ça vient d'un email, mais l'origine vient d'un nom de domaine. Donc il est très important de pouvoir surveiller, analyser les noms de domaine. Donc il y a quelque chose auquel il faut faire quand même très attention, c'est l'évolution des noms de domaine qui sont utilisés. Et CSC, en tant que registrar spécialisé en sécurité, on l'a vraiment vu, et encore plus depuis le début de la pandémie de Covid. Les cybercriminels et les hackers savent vraiment faire preuve d'imagination. Comme vous l'avez peut-être entendu lors du confinement, en gros de mars à mai 2020, on avait vu une très forte augmentation des cas de phishing. En gros, c'était une augmentation de 40%. Mais on a aussi vu que le nombre d'enregistrements de noms de domaine avait là aussi fortement augmenté. Justement, j'en profite pour vous parler d'une étude de 2 ans qui a été faite par CSC, qui est sortie il y a quelques mois sur l'impact du Covid sur la sécurité informatique. C'est vraiment intéressant, on y apprend beaucoup de choses. À titre d'exemple, plus de 500 000 noms de domaine contenant le mot Covid ont été enregistrés durant la période de la pandémie. Donc il y a une analyse qui a été faite sur les mots qui sont utilisés, par exemple Delta, Omicron, le type de contenu vers lequel ces sites sont envoyés, les noms de domaines frauduleux caractérisés, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa à pouvoir découvrir et vraiment je ne peux que vous le conseiller. Si vous souhaitez recevoir cette étude, elle est aujourd'hui disponible sur notre site cscdps.com dans l'action ressources où vous pouvez aussi faire une demande par email et on se fera un plaisir de pouvoir vous transmettre cette étude. Alors, les noms de domaine, on a ce qu'on appelle les fuzzy match. Alors, on va venir insérer de nouveaux caractères qui ressemblent un petit peu aux caractères d'origine. Et dans le cas du nom de domaine de CSC, cscglobal.com, le L est remplacé par le chiffre 1 et le O est remplacé par le chiffre 0. Dans la même veine, on va retrouver les homoglyphes où on retrouve aussi les fuzzy match, mais également des nouveaux caractères avec, par exemple, des E accent aigu ou des E tréma, des C cédilles. Ici, on a utilisé l'alphabet espagnol, mais en gros, on peut retrouver tous les types d'alphabets qui sont utilisés dans la composition d'un nom de domaine. Ensuite, on a les cousin domains qui sont des noms de domaine légitimes, mais avec des extensions pays qui sont différents. Alors ici, on a le .jp pour le Japon ou le .ec pour l'Équateur. La particularité est que l'achat du nom de domaine avec telle extension est quand même très facile. Et en soi, il y a toujours une extension qui est disponible. C'est aussi un domaine qui évolue assez rapidement parce qu'il y a aussi des nouvelles extensions, il y a des ajouts à des extensions existantes, par exemple pour la Turquie ou encore pour l'Australie. Selon les règles établies, le nom de domaine peut être assez difficile à pouvoir récupérer s'il n'y a pas d'infraction caractérisée. Alors il faut savoir aussi que certaines extensions sont quand même assez utilisées dans le domaine des fraudes et ça on le voit au quotidien. Et en l'occurrence, il y a le .co pour la Colombie. Forcément, il est très proche du .com, il est
peu coûteux, il n'y a pas besoin d'avoir une présence locale ni d'agent local. En gros, tous les critères qui font que cette extension est très appréciée par tous, mais aussi par les cybercriminels et les hackers. Autre chose, et selon votre activité, il est tout à fait que votre nom de domaine principal ne soit pas un .com, il peut être par exemple un .io qui est très populaire auprès des startups ou même voir des plateformes qui sont liées aux NFT ou aux crypto-monnaies. On a aussi le .xyz lancé en 2014. Alors c'est une extension qui a connu un beau succès, mais qu'à partir de 2015, lorsque Alphabet a acheté le nom de domaine abc.xyz pour son site corporate. On a ensuite les homophones. Alors là, on a repris l'exemple avec CSC, avec la langue espagnole. D'un point de vue phonétique, votre nom de domaine se dirait CSC Global, mais au niveau phonétique, il pourrait s'écrire comme ce que vous pouvez voir à l'écran. Alors, la particularité, c'est que on va lire le nom de domaine, mais le cerveau va l'interpréter d'une manière différente, comme s'il était le vrai nom de domaine. Pour finir, on a les mots-clés. Alors ça, c'est l'association de deux termes pour créer un nouveau nom de domaine. Ici, Covid ajouté à notre nom de domaine légitime, c'est quelque chose qu'on voit très très souvent. Alors il y a quelques minutes, je vous parlais justement des 500 000 noms de domaine enregistrés durant la pandémie, avec justement le terme de Covid. Alors forcément, la Covid a affecté toutes les parties du globe, toutes les entreprises, donc il y a un lien direct entre votre entreprise et le terme Covid, que soit la situation. On la voit aussi beaucoup dans le cadre de rachats d'entreprises où deux noms de sociétés sont accolés pour créer un nouveau nom de domaine. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire quand même assez attention, parce qu'en général on voit beaucoup de fraudes ou lorsqu'il y a des annonces sur des rachats à venir, on voit assez rapidement que ces noms de domaine vont être achetés en .com, en .fr, en .co, bien sûr. Il y a aussi le possible ajout d'une extension pays, d'un critère spécial, d'un nouvel alphabet, bref. Vous aurez compris qu'une surveillance au niveau des noms de domaine peut se révéler vraiment très utile. Et nous, justement, chez CSC, on a également la capacité à pouvoir détecter toutes les variations possibles. Alors une fois que notre département antifraude a détecté un cas de phishing, que vous en tant que client vous avez bien validé la demande processus de takedown, en gros ce qu'on va faire c'est une intervention pour un retrait. Alors comment est-ce qu'on va procéder? On va pouvoir effectuer des mises en demeure, on va pouvoir contacter les registrars, les web hosts, les fournisseurs d'accès à Internet, etc. Et tout cela pour leur faire part de la fraude caractérisée. On va ensuite travailler avec eux, leur fournir le nécessaire. Ça va être par exemple le contenu, des screenshots, des preuves, bref, tout ce que l'on aura pu récupérer comme information pour que les procédures soient prises en compte rapidement. Une fois qu'on a la confirmation du retrait, nous allons entrer dans une phase de veille continue et qui va durer pour la période de 90 jours. Donc si jamais il y a une réactivation du nom de domaine, que l'on constate en effet que un cas de fraude, de phishing peut être réactivé par quelque moyen que ce soit, on va forcément immédiatement le détecter et on va faire absolument tout le nécessaire pour pouvoir l'arrêter de nouveau, et ce, quel que soit le nombre de fois où il est potentiellement réactivé. Alors pour conclure, CSC dispose d'un antifraude qui est reconnu et qui a beaucoup d'expérience, ce qui va permettre forcément une détection rapide et un retrait des attaques de phishing. Ce qui est intéressant, c'est que nos services antifraude sont utilisés dans de multiples cas de figure, dans de très nombreuses industries, par exemple le domaine bancaire, le domaine pharmaceutique, automobile, aéronautique, de l'ingénierie, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est capacité à répondre à des multinationales qui ont des intérêts à travers le monde, mais aussi à des sociétés à taille plus humaine qui vont avoir une activité française, européenne.
Alors, cela passe par par les membres de notre service antifraude qui sont répartis dans le monde entier, par bien sûr nos outils de surveillance et d'analyse qui ont la capacité à pouvoir gérer de grandes quantités de données de manière constante, cohérente, et ce, 24 heures sur 24. Toutes les demandes d'information pour nos services antifraude que nous recevons, elles sont toutes extrêmement importantes. Et ça aussi, c'est notre force, ça va être de pouvoir répondre de manière adaptée à toutes les entreprises et à tous les besoins. Nos relations que l'on tisse depuis de très nombreuses années sont très importantes. On a des relations avec les navigateurs, avec nos partenaires, des fournisseurs d'accès Internet et aussi des sociétés spécialisées. Pour finir, je souhaite saluer le travail de nos équipes. Ce sont les personnes avec qui vous êtes en contact au quotidien, qui font un travail formidable. Dans tous les cas, le sujet de la fraude, il est vaste. Il nous concerne tous, que ce soit à titre personnel ou professionnel. On le voit qu'il y a eu un vrai tournant, et en particulier depuis le début de la pandémie, il y a de grands changements qui sont opérés dans les manières d'agir. Il y a une accélération, mais il y a aussi une professionnalisation dans les cas de phishing. Et dans ce cadre-là, CSC est là pour vous aider à essayer de détecter et retirer les différents cas de phishing qui pourraient potentiellement vous nuire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée.